Bonjour, Aline Palmat, je travaille pour la société Cadieu. On est fabricant de portails, clôtures, garde-corps. Et j'avais une question par rapport à, en gros, l'impact carbone de nos produits. Comment comment donner vraiment une référence. Allô. En fait, vous voyez sur l'électroménager, voilà, il y a les catégories A, B, C, D, etc. On connaît l'impact énergétique du produit et comment est-ce qu'on peut faire nous sur nos produits. Est-ce qu'il y a un outil de référence? Est-ce que c'est, je sais pas, un bilan carbone du produit? Enfin voilà, comment est-ce que derrière un acheteur peut comparer différents produits? Alors, aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs choses plusieurs démarches déjà qui permettent de caractériser les produits. Donc, on a souvent donc les fiches FDES. C'est avec la base IGNIS. En fait, un fabricant de produits peut rentrer dans cette démarche. Donc, il y a plusieurs bureaux d'études qui permettent de faire cette étude-là. Après, c'est vrai que alors, je ne sais pas quelles sont les personnes qu'on entend, mais après, c'est vrai que ça a un coût, en fait, cette démarche-là. Mais c'est toujours intéressant et ça va être de plus en plus demandé. Mais c'est tout à fait possible, en fait, de faire appel, voilà, à un bureau d'études qui va réaliser, en fait, une analyse du cycle de vie de votre produit pour mesurer, en fait, tous les impacts carbone depuis l'extraction des matières premières en passant par l'utilisation jusqu'à la fin de vie du produit. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est pas quelque chose qui peut être fait en interne à Alors, l'entreprise avec des outils. en Je sais fait, pas, ouais, je connais voilà. Equalizer par exemple. Voilà. En fait, il existe donc des bases de données où vous pouvez trouver des informations. Donc, il existe des logiciels qui utilisent des bases de données où vous pouvez calculer vous-même, toute cette analyse du cycle de vie. Mais par contre, dans tous les cas, il faut que ce soit validé par un tiers. Donc, il y a dans tous les cas un organisme extérieur qui valide cette démarche. Mais vous pouvez vous appuyer sur des outils. Après, ça c'est un autre sujet, mais on pourra vous mettre des liens de bureaux d'études qui, en tant que tiers, valident cette étude. Oui, je veux bien, et des outils aussi, tant qu'à faire, si vous avez une liste. Très bien. Eh bien, on vous enverra ça également. Très bien, je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis Mona, je suis stagiaire avec PFPB sur la thématique économie circulaire. J'ai en fait une question On vous sur les... entend pas super bien. Est-ce que c'est possible de mettre un tout petit peu plus fort votre micro? Ah, ok. Ah, super. Ok, pardon. Ces passeports circulaires, ils sont disponibles ou ils seront disponibles au public comme la base INES ou ils sont juste donc le logiciel Upcycler? Alors, l'idée, c'est que ces passeports, simplement d'avoir accès à cette information, ce soit public et disponible par tous. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il faut quand même avoir un compte sur MyUpcyclea. Donc, il faut avoir un compte créé, mais par contre, c'est tout à fait gratuit. De créer un compte pour accéder à ce module passeport où on a accès à toute cette information. Mais voilà, il faut créer un compte, mais c'est gratuit. Oh, ok, merci. Après, voilà, également, en fait, le fait d'avoir renseigné ces informations sur cette base de données, en fait, il faut savoir que nous, comme on accompagne aussi donc des projets de bâtiments, ça met en avant vos produits parce qu'en fait, on va les conseiller pour des architectes, pour des promoteurs qui se posent des questions sur quels produits mettre en œuvre sur des projets. Donc, ça offre aussi en visibilité de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je pense qu'il y a des Oui, questions. je regarde. Alors, bonjour, vous indiquez que dans le cycle de vie, 75% des éléments du bâtiment sont remplacés. Alors, oui, donc ça, c'est une étude qui a été menée par William McDonough, donc un des fondateurs du Cradle to Cradle, donc C2C.
Et donc, qui dit que oui, en effet, si on prend un bâtiment dont la durée de vie serait de 30 ans, en fait, il y a bien 75% de ses composants. Donc, on va parler par exemple du second œuvre, donc ça peut être les moquettes, mais aussi l'ameublement, qui vont être changés. Et il estime même que beaucoup des composants sont changés plusieurs fois. Donc voilà, on va considérer par contre que voilà, tout ce qui va être d'ordre structurel, ce ne sera pas changé, mais par contre les façades en 30 ans, ça va bien être changé à minima une fois. Donc le mobilier, là pour le coup, ça change beaucoup plus. Donc voilà, en fait, c'est vraiment cette vision où le bâtiment, c'est comme un écosystème qui évolue au fil du temps. Et donc l'autre question, bonjour, mon micro ne fonctionne pas. Quelles sont les raisons qui ont poussé Velux à travailler sur l'éco-conception de leurs produits? Cela a-t-il engendré une hausse du coût des produits? Alors là, c'est plus une question qui est dédiée à Velux, enfin à Olivier Deves. Donc je vous laisse répondre. Oui, alors je vais reprendre du coup la main sur le micro. J'espère que vous m'entendez, surtout la personne qui a posé la question. Alors, travailler sur l'éco-conception, on va dire avant qu'on mette un nom sur l'éco-conception, on avait déjà entrepris un certain nombre de gestes pour réduire finalement cette empreinte carbone. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on factualise ce type de démarche. On met des noms dessus, on met un certain nombre d'objectifs. Néanmoins, notamment sur le sujet de la disponibilité de pièces détachées ou de la rétrocompatibilité des équipements, c'est des sujets sur lesquels on a toujours travaillé. En fait, on propose depuis déjà très très longtemps cette notion de rétrocompatibilité. Sur l'aspect du produit en lui-même, on va dire la sécurisation des approvisionnements, ça fait aussi partie des sujets qui sont importants pour des acteurs industriels. Donc, c'est ce qui nous a amené à nous orienter vers des démarches de forêt éco-certifiées. Et puis, aujourd'hui, il y a tout le sujet de la récupération des produits en fin de vie qui se pose. Et aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va recentrer nos efforts. Donc, la capacité à démonter facilement les produits en fin de vie pour pouvoir en récupérer les matériaux et pouvoir les réemployer et les réintroduire dans le cycle de production. Mais à l'image de ce qui a été présenté en première partie, forcément que la disponibilité des matières premières, c'est forcément un élément clé. Et finalement, en éco-concevant un produit, on agit à la fois positivement à la construction de bâtiments durables aujourd'hui, mais aussi à la préservation de notre activité future, hein, puisque on voit bien, il y a un certain nombre de matériaux dont la disponibilité va se faire de plus en plus difficilement. Donc, il faut forcément aller vers cette boucle-là. Et ensuite, sur les coûts que ça engendre, c'est difficile à dire parce que c'est un travail qui est effectué sur plusieurs années avec un certain nombre de coûts qui peuvent être indirects, mais c'est aussi un service qu'on rend, par exemple, pour la rétrocompatibilité de nos produits à nos clients. Donc, ça permet aussi de dégager des marges de croissance par ailleurs. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut voir comme un pur poste de coût. Et quand on se met dans la situation actuelle, voilà, on subit peut-être des choses qui n'ont pas forcément toujours été super bien anticipées. On se rend compte que finalement, un poste des dépenses à une période donnée, on finit par s'y retrouver à l'avenir, un petit peu comme sur sur cette définition de bâtiment sain. Un bâtiment sain, il va permettre également de garantir un environnement qui va limiter les pathologies chez ses usagers et donc également impliquer économiquement un impact économique positif en limitant les frais de santé dans la population. Donc voilà, c'est cette vision un petit peu sur le long terme qui nous a, je pense, guidés sur ce chemin de l'éco-conception. Voilà. Merci pour cette réponse complète. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va bientôt conclure ce premier webinaire. Et donc, j'en profite pour parler du prochain webinaire, où là, on va plus rentrer dans le détail de comment concevoir un produit circulaire et qu'est-ce qui est nécessaire en fait à donner, quelles sont les informations nécessaires à donner pour cette caractérisation. Après, je vous invite vraiment, si jamais ça vous a éveillé, en tout cas, une envie de partage de connaissances et d'expériences,
vous pouvez nous contacter, donc Upcycléa directement, si vous avez envie d'intervenir sur un des prochains webinaires, envie de partager une idée, une conception, une démarche que vous avez pu mettre en place. En tout cas, c'est vraiment l'objectif de ces webinaires, c'est de partager tout ce qu'on peut faire ensemble pour faire de l'économie circulaire. Donc voilà, vous pouvez nous contacter soit par téléphone, soit par mail, Upcycléa, et puis on pourra organiser ça prochainement. En tout cas, le prochain webinaire qui est prévu, donc c'est jeudi prochain, 30 avril, mais pas à 14h, c'est à 11h. Il y a une petite erreur. Donc voilà, et vous pouvez encore vous inscrire sur Internet. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé aujourd'hui. Et puis, j'espère que prochainement, vous reviendrez et qu'on pourra partager ensemble d'autres idées. Est-ce que Velux va être certifié C2C? Il y a une dernière question avant de clore cette... Oui, je reprends le micro. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est pas encore le cas. On a des démarches, mais qui sont pilotées par notre groupe à ce sujet de réflexion. Donc, aujourd'hui, j'ai pas la réponse, mais ça pourra aller de toute façon dans le sens de la actualisation de tout ce que je vous ai présenté auparavant. Mais j'ai pas de réponse à date à cette question. Merci. Donc, j'en allais à la conclusion. Donc, voilà, si vous voulez vous inscrire pour le prochain webinaire, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille donc, la semaine prochaine. Après, il y a d'autres webinaires qui sont plutôt pour d'autres personnes du bâtiment, acteurs du bâtiment. Donc, si vous voulez avoir tout le programme, voilà, je vous invite à consulter directement la page web. Donc, je vous remercie encore et je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci beaucoup. Merci.